aussi appelés séismes, sont des vibrations de la croûte terrestre, donc des mouvements de la croûte terrestre. Ils sont causés par le dégagement d'une grande quantité d'énergie dans la lithosphère. C'est causé par quoi cette libération d'énergie-là? Par le mouvement de deux plaques tectoniques qui sont continuellement en mouvement ou par des éruptions volcaniques. On va en parler un petit peu plus tard dans la présente capsule. Les tremblements de terre, donc lorsqu'il y a un tremblement de terre, on dit qu'il y a des vibrations, on appelle ça des ondes sismiques. Les ondes sismiques sont émises de façon concentrique, donc on part d'un centre et tout le tour, on ajoute des cercles de plus en plus grands. Donc ça, on appelle ça disposé de façon concentrique. Au-dessus du foyer, donc le foyer est au centre dans la lithosphère et c'est à cet endroit-là que c'est l'origine de nos tremblements de terre. Donc, les tremblements de terre prennent naissance dans la lithosphère. Donc, on appelle ça le foyer du tremblement de terre. Si on trace une ligne complètement verticale et qu'on se rend à la surface de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'épicentre. C'est à cet endroit que les vibrations sont les plus ressenties et qui sont les plus fortes. Plus on s'éloigne de l'épicentre, moins on ressent les effets ou les sensations du tremblement de terre. C'est en 1935 que Charles Richter a décidé de mettre en fonction une échelle qu'on appelle l'échelle de Richter. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'un même tremblement de terre d'une même puissance, exemple, on prend un tremblement de terre de 5, on le met au Pérou, par exemple, ou on le prend au Japon, on ne peut pas le mesurer par les dégâts physiques, donc les bris des maisons, les bris des immeubles ou du terrain. Parce que si on arrive au Japon, ils ont des constructions et des immeubles parasismiques, donc prêts à être capables d'emmagasiner cette énergie-là et de ne pas briser, versus au Pérou qui ne serait pas capable. Donc, on a introduit l'échelle de Richter. Ça se calcule avec des magnitudes. Donc, la magnitude de 1, c'est un séisme qui n'est pas ressenti par l'homme. Magnétisme de 9, qui est un très grand séisme qui va transformer le relief et va tout détruire sur des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres à la ronde. On dit que c'est une échelle qui est ouverte. Pourquoi on dit que c'est ouvert? Parce que maintenant, elle est jusqu'à 9. On en voit de plus en plus arriver à 10 parce qu'on a des fois, là, on a eu récemment des tremblements de terre qui ont dépassé le 9, mais c'est très rare. Alors, qu'est-ce que ça a l'air, l'échelle de Richter? 1, c'est des secousses imperceptibles. 3, seuil à partir duquel la secousse devient sensible par la plupart des gens. Si on regarde à 5, tremblements fortement ressentis, des petits dommages, mais toujours près de l'épicentre. Si on va à 8, dégâts majeurs à l'épicentre sur plusieurs centaines, et à 9 sur plusieurs milliers, et ça peut être encore plus gros, on le dit, on a déjà vu du 9.2, 9.3, 9.5. Ce qui est important de constater, c'est ici, on dit qu'à chaque fois que je monte de 1 dans l'échelle de Richter, l'amplitude est multipliée par 10. Donc, si je compare ici mon tremblement de terre à 3 avec mon tremblement de terre à 5, pour chaque bond, je fais x 10. Donc, x 10. Donc, mon tremblement de terre à 5, il est 10 x 10, donc il est 100 fois plus puissant que celui qui était à 3. Utilisant une machine appelée sismographe. Un sismogramme nous montre la taille des ondes et leur durée. Et la magnitude d'un tremblement de terre est mesurée sur l'échelle de Richter. Cela va de 1 à 10. Chaque nombre correspond à un tremblement de terre qui a une amplitude 10 fois plus forte que celle du tremblement de terre qui est juste en dessous de lui. Un tremblement de terre qui a une magnitude de 4 a donc une amplitude 10 fois plus grande qu'un tremblement de terre de magnitude 3. Les tremblements de terre les plus forts ont une magnitude de 7 ou plus. En 1906, un tremblement de terre de magnitude 8 a anéanti presque entièrement la ville de San Francisco.
Le bilan du séisme dans l'est de la Turquie s'est alourdi. On déplore à présent 21 morts et plus d'1 millier de blessés. La terre a tremblé vendredi soir dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig. Un séisme de magnitude 6,8. Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ? La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. D'accord, mais quel est le rapport avec les séismes ? Pour le comprendre, observons le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Regarde, tout se passe dans les profondeurs de la Terre. Ici précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne le déplacement des plaques à la surface de la croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques. Les plaques se déplacent donc comme un tapis roulant. Elles apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre. Exactement. Et ça, sans jamais s'arrêter. Elles se déplacent de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 centimètres. Il existe plusieurs causes des tremblements de terre, notamment les éruptions volcaniques, comme on a vu lors du dernier bloc d'enseignement. C'est-à-dire que lorsque le magma remonte le long de la cheminée principale, il y a une espèce de grondement, il y a une vibration qui se crée préalable à l'éruption volcanique et ça fait un tremblement de terre. Ensuite, il y a également les tremblements de terre qui vont être causés par des ruptures, par des failles qui vont se créer. Ces failles-là, elles se font suite au mouvement des plaques tectoniques, que ce soit lors d'une collision entre plaques tectoniques, que ce soit entre un éloignement de plaques tectoniques ou entre un frottement entre les plaques tectoniques. Ces trois mouvements-là vont permettre l'apparition de failles. Et lorsque ces failles-là vont se créer, elles vont dégager énormément d'énergie sous forme de tremblements de terre. Nous allons commencer avec les tremblements de terre causés par la collision entre deux plaques. Donc, il va y avoir énormément d'énergie qui va être créée lorsque deux plaques vont entrer face à face en contact. Ça va occasionner une contrainte de compression. Étant donné qu'il y a énormément d'énergie, le sol ne sera pas capable de contenir toute cette énergie-là et on va voir apparaître la faille. La faille inverse dans le cas d'une collision entre deux plaques tectoniques. En fait, qu'est-ce qui se passe dans une faille inverse? C'est qu'un côté de la faille va se soulever. Je vous montre une petite animation qui va vous présenter comment ça se déroule. Donc, la faille inverse va se former dans un contexte de collision entre deux plaques, que ce soit deux plaques continentales ou que ce soit une plaque continentale avec une plaque océanique qui va engendrer une zone de subduction. C'est le type de faille qu'on va voir apparaître. Eh bien, si en profondeur, les plaques chaudes et visqueuses glissent en permanence les unes contre les autres, à la surface, en revanche, ça coince. Il y a beaucoup plus de frottement. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. C'est le tremblement de terre. Ce coulissage brusque entre deux plaques crée alors une faille qui peut se faire sur un plan vertical. Une partie du sol se retrouve alors plus haute que l'autre. Maintenant, la deuxième cause pour les tremblements de terre, c'est l'éloignement. Hey, on se rappelle, l'éloignement, on voyait ça entre deux plaques tectoniques et ça donnait la formation des dorsales océaniques. Donc, à peu près aux mêmes endroits que les dorsales, on va voir apparaître ces tremblements de terre-là qui sont causés par l'éloignement. Ici, ce n'est pas la compression qui est en jeu, c'est la tension parce qu'on a deux forces qui veulent s'éloigner les unes de l'autre. Donc, il va y avoir une faille qui va apparaître. Ce n'est pas la faille inverse, ici, c'est la faille normale. Et là, au contraire de celle de tout à l'heure, on a un côté qui va s'affaisser, qui va vraiment descendre par rapport à l'autre. Tandis que la faille inverse, il y avait un des deux côtés qui se surélevait. Ici, on a un des deux côtés qui va s'affaisser. On voit la petite animation. Ici, chacune des deux plaques veut tirer de son côté, ce qui fait qu'entre les deux, il va y avoir une zone de rupture qui est la faille normale. Et là, à ce moment-là, un des deux côtés va descendre par rapport à l'autre. Finalement, pour la dernière cause, on va parler du frottement entre deux plaques. On le voit apparaître lorsque deux plaques glissent l'une sur l'autre. Puis en glissant, elles vont faire une force de cisaillement.
Encore une fois, il y a beaucoup d'énergie, puis le sol ne sera pas capable de supporter cette énergie-là. Il va donc se casser en faisant une faille décrochante. Ici, au lieu d'avoir un des deux côtés qui va s'élever ou s'affaisser, on va avoir un déplacement qui va se situer plus latéralement. Donc, on n'aura pas de relief de formé ici. Ici, avec l'animation, on voit bien que le mouvement va se créer de gauche à droite au lieu de haut en bas, comme c'était le cas avec les failles normales et les failles inverses. Ce type de faille-là est vraiment caractérisé seulement lorsqu'il y a une force de cisaillement, donc un frottement entre les deux plaques tectoniques. Les tremblements de terre peuvent avoir des conséquences comme les tsunamis. Mais qu'est-ce que t'as fait? Donc, lorsqu'un tremblement de terre a lieu dans une faille sous-marine, le déplacement suivi des places va créer une vague pouvant mesurer plus de 10 mètres. Et là, je parle de beaucoup plus de 10 mètres. Là, ça va vraiment dépendre des situations. Et elle va pouvoir se déplacer à plus de 600 km/h. C'est sûr qu'elle va vraiment ralentir en approchant de la côte. Mais toute cette eau-là qui s'abat sur les villages côtiers a vraiment beaucoup de conséquences. Il y a énormément de villes dans le monde qui vivent sur le bord de la mer, principalement parce que c'est facile d'y faire des ports et de transporter de la marchandise. Voici comment ça se passe le tsunami avec une animation. Donc aussi, on voit la croûte terrestre qui entre sous une autre épaisseur. Oups! On a eu un tremblement de terre, la création d'une vague qui grossit, jusqu'à arriver sur la côte, très grande hauteur. Et voici ce que ça peut avoir comme conséquence. Le retrait spectaculaire de l'océan a été une des images les plus marquantes du tsunami de 2004. Toute la côte est restée exposée, et cette baisse de niveau était causée par les mouvements tectoniques en mer. Tandis qu'une partie de la plaque tectonique se soulevait, la partie la plus proche de la côte plongeait, et l'eau s'est précipitée pour combler ce vide. Voilà ce qui a causé le retrait de la mer. Si plus de personnes avaient réalisé que cela annonçait un tsunami, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Je suis dans le centre de Banda Aceh, et c'est à ce coin de rue que les images les plus spectaculaires ont été filmées. Dans la rue derrière moi, la vague a été canalisée entre les bâtiments. Sur les images, on voit que l'avant du tsunami était assez lent et que les gens pouvaient se mettre à l'abri en marchant. Mais cette partie de la ville est très loin de l'océan et beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire. À mesure que la profondeur du flot augmentait, sa vitesse augmentait également. Et le seul moyen d'y échapper, c'était de monter en hauteur. La personne qui a filmé ces images a grimpé ici. Et elle a survécu. Mais des milliers d'autres n'ont pas pu en faire autant et ils sont morts. Charriant des milliards de tonnes de débris, la vague emporte tout sur son passage. Donc, les tremblements de terre peuvent avoir des conséquences variables, tout dépendamment de où ils sont faits, dans quelles conditions. Et les tsunamis, c'est une des conséquences des tremblements de terre de failles sous-marines.